David Cormand, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Demain, Elisabeth Borne va lever le voile sur cette fameuse réforme des retraites. On en connaît les grandes lignes, un âge de départ à 64 ans, une accélération de la réforme Touraine. Enfin, pour vous, quoi qu'elle dise, de toute façon, ce sera non. D'abord, ça bouge un peu, parce qu'on avait entendu parler de 65 ans. Et la pré-mobilisation, j'ai envie de vous dire, qui est en train de se mettre en œuvre, montre qu'il y a des marges, et notamment... d'ores et déjà, il y a l'idée de rebaisser à 64 ans. Nous, notre analyse, c'est que nous considérons qu'il n'y a pas d'urgence à faire une réforme des retraites, surtout de cette manière-là. Je pense qu'il y a une vraie question à poser globale, d'avoir une discussion avec le pays sur comment on réfléchit au temps de travail tout au long de la vie, comment on réfléchit à comment financer les retraites, toujours par répartition, etc., etc. Il n'y a pas besoin de le faire comme ça, de façon brutale. Mais est-ce que vous ne vous dites pas, tiens, il y a quand même des petites choses à tirer, la pension minimale à 1 200 €, là aussi ça pourrait bouger, ça pourrait être pour tous. La pénibilité, la prise en compte des carrières longues, des carrières hachées, notamment celles des femmes. C'est pas ce qui est en train de se faire. Alors, vous parlez de ce qu'on apprend ce matin. Peut-être une pension minimum à 1 200 €. On ne sait pas pour qui, on ne sait pas comment. Si elle est pour tout le monde, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un recul sur la question de la pénibilité. On appelle ça réforme des retraites. Moi, j'appellerais plutôt cela une contre-réforme des retraites. C'est plutôt des reculs. D'ailleurs, c'est pour faire des économies qu'on l'a fait. Il ne faut pas oublier la motivation initiale. Pourquoi ce gouvernement, d'ailleurs il le dit, veulent faire cette réforme des retraites? Pas pour qu'on ait des meilleures retraites, pour faire des économies, pour utiliser l'argent alloué à l'origine au financement de la retraite, pour financer d'autres choses. Et ça, ils sont revenus là-dessus. Ils disent que c'est aussi pour pérenniser le système de retraite et pour que cet argent soit justement réinjecté dans les pensions. Moi, j'essaie de suivre ce que dit le président de la République. Et devant les chiffres qui, parfois, ne mentent pas et qui disent qu'il n'y a pas d'urgence si on parle du financement de la retraite. Il n'y a pas d'urgence à réformer. Aujourd'hui, ni l'année prochaine, ni dans 2 ans, mais à nouveau, un système déficitaire dans les années qui viennent. Il n'y a donc pas d'urgence. C'est pour ça que je vous dis depuis le début qu'il faut prendre du temps, vu qu'il n'y a pas d'urgence. Donc tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'urgence. Et encore une fois, l'argent et des cotisations pour les retraites doivent servir pour les retraites et non pas à financer d'autres choses. Jean-Luc Mélenchon, il appelle à une grande mobilisation sur cette réforme, contre cette réforme le 21 janvier. À ce stade, il n'y aura pas, a priori, il ne devrait pas y avoir ni les socialistes ni les communistes. Et les Verts, est-ce que vous allez participer? On a déjà répondu. Nous considérons que la mobilisation sociale dans la rue est du ressort des syndicats. Nous sommes pour les corps intermédiaires. Nous pensons qu'une démocratie a besoin du respect des corps intermédiaires. Je pense que notamment le président de la République ont fort maltraité ces corps intermédiaires. Et donc nous sommes dans une logique où ce sont les syndicats qui ont la charge de l'organisation du mouvement social. Et nous serons aux côtés des syndicats lorsqu'ils organiseront les manifestations auxquelles nous participerons. Donc pas aux côtés de Jean-Luc Mélenchon le 21 janvier. Demain, il y a aussi un vote important, un vote solennel cette fois-ci sur la réforme sur les énergies renouvelables. Les députés écologistes, ils vont s'abstenir. Le texte, il vise pourtant à faciliter l'installation, entre autres, d'éoliennes, notamment en mer. Pourquoi est-ce que vous vous abstenez sur ce texte? C'est un crève-cœur, vous avez raison. Nous voulions voter un texte historique sur les énergies renouvelables parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour des raisons écologiques, nous en avons besoin pour des questions économiques et nous en avons pour ça besoin pour des raisons de performance en termes d'innovation pour les années qui viennent. Or, ce texte n'est pas au rendez-vous. C'est un texte qui est plus faible, pour ceux qui nous regardent, plus faible que ce qui était sorti du Sénat. Vous savez qu'il y a une version qui était sortie du Sénat. Le Sénat, ce n'est pas des amoureux des énergies renouvelables, mais il y avait un certain nombre d'avancées qui ont été rognées à l'Assemblée nationale. Et donc on a un texte qu'on aurait voulu voter, mais qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il faut faire pour respecter, par exemple, l'accord de Paris, pour vraiment faire une transition énergétique. Après, on ne va pas voter contre, puisqu'il est moins pire que la situation actuelle. Vous attendez quoi? Vous attendez que ce soit plus concret? Par exemple, Emmanuel Macron, il veut déployer 50 parcs éoliens en mer. On sait que ça prend 10 ans pour construire un parc éolien. C'est pas la partie qui pose problème dans le texte, par exemple. C'est sur l'énergie solaire? C'est pour, globalement, les aspects qui soient plus contraignants. Par exemple, nous souhaitions qu'il y ait une obligation d'installer des panneaux photovoltaïques, par exemple, sur les toits des parkings extérieurs. Sur les parkings extérieurs, sur les toits de supermarchés, etc., etc. Il y a plein de ce qu'on appelle des délaissés, des espaces qui sont exposés au soleil, et on voulait obliger à ce qu'on installe... Donc c'était une obligation, aujourd'hui c'est devenu une incitation. C'est pas une obligation. Et donc du coup, on ne va pas assez vite et il y a besoin de visibilité. L'énergie, c'est une question sérieuse. Quand vous voulez changer de modèle énergétique, il faut une visibilité pour la filière industrielle
pour qu'elle puisse se développer. On a le souvenir que notamment la filière du photovoltaïque a été massacrée parce qu'il y a eu une perte de visibilité sur le coût de rachat des volts par le photovoltaïque. Or cette loi, elle devait permettre de régler ça, d'avoir une visibilité là-dessus. Or, on est dans une logique qui n'est pas on va faire comme ça, mais on va inciter à peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ça, c'est pas une loi stratégique. Donc, ce qui veut dire qu'il y a la commission mixte paritaire qui va étudier à nouveau cette réforme des énergies renouvelables. Si la copie était revue, vous pourriez à nouveau participer. Et nous, on souhaite voter pour une bonne loi de l'énergie renouvelable. Ce n'est pas notre plaisir dans la vie de ne pas voter des lois qui vont dans le sens de l'écologie. Or, on ne peut pas non plus acter un texte dont on sait qu'il est insuffisant. Pas d'un point de vue uniquement d'écolo. Ça, c'est normal que le gouvernement, il n'est pas vert. Les gens, ils n'ont pas voté pour un gouvernement vert. On ne lui demande pas d'être vert. On lui demande de faire quelque chose. Ses engagements, les engagements qu'on a au niveau européen, etc., etc. Le gouvernement doit dévoiler ce matin aussi son plan sur la chasse pour renforcer la sécurité des promeneurs, éviter les accidents. A priori, la piste de l'interdiction le dimanche, elle est totalement écartée. C'est une erreur? Oui, c'est pas étonnant. Vous savez, le gouvernement et le chef de l'État sont, j'ai pas peur de le dire, pleinement dans la main des lobbies de la chasse. Et d'ailleurs, y compris M. Coste, qui est le chef lobbyiste des chasseurs, se revendique comme tel, s'en vante souvent d'avoir table ouverte à l'Élysée. Donc c'est pas le gouvernement qui décide, c'est pas l'Assemblée qui décide, c'est le lobby de la chasse qui décide directement. Vous vouliez quoi, vous? Une demi-journée, une journée à l'interdiction totale? Je souhaitais que les habitants des campagnes, j'en fais partie, moi je suis dans la banlieue de Rouen, puissent se promener en sécurité avec leurs enfants le dimanche et pendant les vacances. Voilà ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que la nature, elle soit accessible à tout le monde et qu'elle ne soit pas privatisée à l'usage de quelques-uns. Et l'idée justement de développer une application pour smartphone Suricat pour inciter les chasseurs à se signaler aux promeneurs, ça marche pas, ça? Franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas à la hauteur. Je sais bien, la Startup Nation, c'est un problème, une appli. Avant, c'était un problème, un numéro vert. Là, maintenant, c'est plus la mode. J'ai vu que le chef de l'État trouvait que finalement, les numéros verts, c'était pas une bonne idée. Les applications, c'est la même chose. Et le délit d'alcoolémie, là aussi, comme pour les automobilistes, 0,5 grammes. Mais ça, c'est des choses. Ça, c'est logique, ça devrait déjà être. C'est des choses de bon sens. Quand vous utilisez un vélo, quand vous utilisez une voiture, vous ne devez pas être sous. Quand vous utilisez une arme à feu dans l'espace public, la forêt, c'est un espace public, c'est la moindre des choses. Mais le plus important, moi, je pense que la plupart des chasseurs ne chassent pas saouls. Donc, je ne veux pas les stigmatiser. Tout ce que je dis, c'est que l'accès à la nature, l'espace public de la nature, de la forêt, doit être accessible en sécurité pour tout le monde. Et donc, ça veut dire un partage des moments où on peut fréquenter ces espaces naturels en toute sécurité.